Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour William et bienvenue sur les dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre comment fonctionne la vision par ordinateur et son champ d'application. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu, retracer ton parcours et ce qui t'a amené à fonder une entreprise spécialisée dans la vision par ordinateur? Yes, alors, ce qui m'a amené à fonder l'entreprise Invision par ordinateur, c'est vraiment le côté j'ai découvert chez Coyote, mon ancienne entreprise, donc qui faisait des avertisseurs de radar, la reconnaissance des panneaux. Pour ceux qui connaissent Coyote, ça a été interdit, en fait, à une époque et on a dû absolument faire un protocole d'accord avec l'État et dans le protocole d'accord avec l'État, pour être à nouveau légal, il fallait absolument qu'on reconnaisse finalement la vitesse de limitation sur laquelle les clients roulaient et donc l'afficher sur le Coyote des utilisateurs. Et il n'y avait aucune technologie qui permettait, ni même la vitesse de passage de nos Coyotes qui étaient tous au-dessus de la vitesse de limitation, donc impossible de déduire la vitesse de limitation, ni même les bases de données de l'État qui finalement sont pas consolidées, pas mises à jour, etc. Tu vois, donc la seule solution, c'était reconnaître les panneaux. Alors on était au tout début des applications de deep learning et il y avait que des laboratoires de recherche fondamentale qui réussissaient à sortir vraiment des algos qui marchaient, quoi. Et j'avais rencontré à l'époque des Israéliens, des Chinois, etc., qui avaient avancé sur le domaine. Et je leur avais acheté un algorithme qui permettait de reconnaître les panneaux. Et j'avais testé ça avec toutes les équipes Coyote dans des smart DC, tout ça, en activant des caméras autour de la défense d'ailleurs. Et on avait été choqués. Le rapport, c'était 94% des panneaux sont chopés, donc sont détectés. Et en fait, je me suis dit, mais attends. La vision, c'est le canal d'acquisition de l'information majeur de l'être humain. C'est grosso merdo 60-80% de l'activité cérébrale. C'est le, on va dire, canal qui chope le plus de données riches. Et pour autant, aujourd'hui, l'être humain n'a pas la capacité, si tu veux, de faire évoluer fortement sa capacité d'analyse. On est tous en rupture cognitive à un moment ou en surcharge cognitive à un moment. Et pour autant, à côté de ça, tu as la data qui arrive en masse, c'est un raz-de-marée. Et donc, on se prend un raz-de-marée de données, ou en tout cas d'obligation de gérer cette donnée, et on a des cerveaux qui sont toujours pareils qu'il y a 30 ans, 50 ans, etc. Et donc, je m'étais dit, ce gap, je vais forcément le combler grâce à de l'automatisation de la vision si j'arrive à faire un produit qui détecte et, on va dire, interprète le monde réel visuellement comme un être humain. Et waouh, la force que ça va faire de sauver des vies parce qu'on pourra empêcher les noyades par manque d'observation des parents, tu sais, comme il y a tous les étés dans les piscines, ou on va pouvoir voir en temps réel à quelle heure arrive l'avion, s'il y a le fuel qui se met bien autour, etc. En fait, partout où l'être humain a construit le monde économique avec ses yeux, mais a laissé des humains à cet endroit-là, ou a complètement décidé de ne pas regarder parce que ça coûtait trop cher, alors on va pouvoir mettre ce logiciel. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai vendu mes actions de chez Coyote et que j'ai réinvesti cet argent dans 22 en 2016 en faisant comment dire, une équipe qui permettait de faire et de la recherche et du DevOps, parce que c'est toujours bien de faire de la recherche en IA, mais derrière, il faut pouvoir l'implémenter dans la vie réelle, si tu veux. Donc, voilà d'où vient la vision par ordinateur et l'attrait que j'ai eu de cette technologie-là, qui est une tuerie, parce qu'en vrai, cette technologie-là, elle a 30 années de folie devant elle, tu vois. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis arrivé là et j'ai découvert que le monde, il était magique parce que, en fait, ça peut aider à plein d'endroits. Et là, on a focus, nous, sur tout ce qui est gouvernement et police, tout ce qui est transport et logistique et tout ce qui est retail. On va en reparler après, j'imagine. Mais en gros, voilà d'où vient 22. Mais par contre, je suis remonté jusqu'à mes 20 ans. Par contre, avant mes 20 ans, 22 était mon label de musique et donc du coup, je faisais beaucoup de rap quand j'étais petit. J'ai grandi à Nanterre et donc du coup, j'avais tous les copains qui voulaient rapper, donc je les enregistrais et tout ça. Donc 22, c'était le nom de mon groupe à moi et de mon label. Et après, on a fait beaucoup de musique électronique avec Dame, mon associé, donc toujours aujourd'hui. On était à l'école ensemble et 22 a fait partie
de la vague, on va dire, musique électronique avec des paroles en français au début pour exploser commercialement et ensuite on a fait du minimal, électro et cetera et c'est ensuite que c'est devenu, ma holding et ça a été ma holding sur Coyote et un jour à mon mariage, Dame, il me dit: «Mais t'as pas envie toi que 22 soit un empire, qu'on fasse une entreprise 2.0 technologique et avec un ADN fort, donc musique électronique, donc à côté de ça, une ligne de vêtements et cetera et on pense, tu vois, que dans 10, 15, 20, 30 ans, les gens achèteront ou travailleront dans des entreprises pour ce qu'elles dégagent, ce qu'elles sont et ce qu'elles incarnent. Tu vois un peu? Donc en fait, la lignée, c'est ça, c'est petits cons de quartier qui ont envie de s'en sortir. 22, c'est notre groupe de musique. On décide d'en faire du commercial, ça cartonne parce qu'on a sorti Disco Beach, C'est beau la bourgeoisie, donc une question enfin une entre guillemets, chanson qui a cartonné partout, en Europe en tout cas. Je me rappelle des revenus SACEM, ça me mettait les détails et tout ça et donc il y avait beaucoup, beaucoup de revenus d'ailleurs que la France aussi et ensuite ça a été ma holding chez Coyote et hop, ensuite on l'a reconverti en marque et on en fait, une espèce de boîte technologique qui a le feu aux poudres. Voilà. Je suis content d'avoir cette cette partie-là avant les 20 ans parce qu'en faisant mes recherches, tu vois, j'étais pas tombé sur, le label de musique et juste une question, complémentaire, là, tu parles de ton associé. C'est qui le technicien de l'équipe et comment vous êtes, répartis les rôles? C'est Dame. Ouais, Dame, quand on faisait de la musique électronique ensemble et qu'on allait acheter un synthétiseur, admettons, tu vois, on revenait tous les 2. Moi, je le posais, j'ouvrais le carton, je sortais le synthétiseur, je le branchais, hop, je le branchais aux enceintes et je testais. Bam, 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 bam. Et puis, du coup, je faisais les effets, et cetera, et cetera. Et Dame, il se mettait sur le canapé et il lisait la notice. Et du coup, je le charriais tout le temps à dire: «Vas-y dame, c'est bon, tu touches, c'est 3 touches, 2 effets, ça va le faire», tu vois? Et donc au bout de souvent 24 heures, moi je savais un peu faire des mélodies, des effets, j'avais compris 2-3 trucs, tu vois? Donc j'étais content. Et quand dame sortait du livre et venait derrière le synthé, bah, il m'apprenait comment il marchait en fait. Et en fait, dame a toujours lu les notices avant de toucher les touches et moi j'ai toujours fait le contraire. Et en fait, c'est là où on est hyper complémentaires, c'est que lui, il est très, comment dire? Technologiste, c'est-à-dire qu'il va toucher du doigt les technos, il va aller créer des choses, c'est un hacker quoi, en gros, tu vois? Et moi, je comprends la technologie, je sais bien en parler et par rebond, à force d'en parler à tout le monde, je récupère les informations des gens et j'arrive à me faire ma vision et ma stratégie d'exécution en fonction du rebond qu'il y a avec les gens. Donc, c'est pas de la vision, c'est plutôt, du test quotidien de savoir qu'est-ce qui prend pas et cetera. Et en fait, à nous 2, on est un beau cocktail parce que lui, techniquement, il est calé. Moi, en termes d'information et donc de vision un petit peu construite par les autres, mais de vision, ben, j'arrive bien à projeter et moi, je sais bien vendre, lui sait bien expliquer aussi. On est des êtres gentils tous les 2, donc le duo a toujours super bien marché. Tu en parlais au tout début justement là sur cette charge cognitive et c'était, un point que j'avais vu dans une vidéo de toi où, bah, j'ai l'impression que ce qui t'anime, c'est, un peu ce sujet-là de permettre de décharger cognitivement, l'être humain grâce à par ordinateur, mais pas que, enfin la technologie globalement. Tu pourrais préciser un peu, bah, ce que tu as, et bah, toi la vision que tu portes du rôle de la techno dans nos vies? Je rigole parce que je me faisais la phrase de réponse dans ma tête pendant que tu l'as posée et j'avais envie de te dire, en fait, il y a trop de cons maintenant sur terre et ils sont cons parce que le système les a rendus cons, pas par leur faute. En fait, on a des cerveaux qui sont magiques. On connaît que dalle de nos cerveaux. Ils ont une capacité d'adaptation de dingue. Ils ont une capacité émotionnelle à ressentir des choses si on développe ce pouvoir animal, tu vois. Donc, en fait, on est des êtres vivants plus assez connectés au système des vivants. Et on s'est connecté au système économique. On s'est connecté à tous faire les mêmes écoles, apprendre sur les mêmes livres, apprendre les mêmes manières de réfléchir, apprendre les mêmes manières de réfléchir les stratégies dans les cadres politiques. On n'a pas 36 choix, hein, c'est soit tu es à droite, soit tu es à gauche. Et du coup, tu vois, en fait, tout ça, qu'on le veuille ou non, ça forme le cerveau à exécuter d'une certaine manière. Et en fait, ça nous forme aussi ce capitalisme à rechercher l'argent personnel, à rechercher le bonheur personnel, à moins
en tout cas, à plus ignorer les autres et à moins faire attention à eux, à j'écoutais, il y a Le Pen qui est mort, tu sais, là, il y a 2 jours, je crois et j'écoutais, il disait: On préfère notre fille que notre cousine que notre voisine, notre» bah, en fait, c'est cette démarche-là que je lutte. En fait, on est tous des humains et en fait, oui, il y a une question d'amour charnel avec, tes enfants et cetera, mais en fait, on est un tout, on est une espèce humaine et en fait, cette espèce humaine, je trouve qu'elle s'est appauvrie ces dernières années. Elle est devenue de moins en moins intelligente dans les endroits où c'est agréable et confortable, parce qu'on voit encore, tu vois, que dans des endroits où il faut se battre pour survivre, les quotients intellectuels, ils augmentent. Mais les endroits où il faut plus se battre, genre nous, bah, en fait, ça baisse d'1 point ou de 2 points tous les ans, tu vois, les QI. Donc, pour reprendre ma phrase du début qui était de l'ironie, mais en fait, qui est construite, il y a trop de cons qui sont devenus cons à cause du système. Et moi, j'ai toujours été anticonformiste depuis le CP. Et, mais pas parce que j'aime pas ce système. Émotionnellement, il me fait pas vibrer, tu vois. Et je suis pas un rebelle à 2 balles ou quoi que ce soit. C'est juste que le système, putain, vous ressemblez tous, les gars, et vous avez aucune créativité, en fait, tu vois. Donc, du coup, ce que je me dis, c'est que la technologie, si elle peut permettre à l'humain de tout ce qu'on lui impose pour être cadré et correspondre au système, qu'on puisse l'automatiser, alors ça va laisser de l'espace pour la créativité humaine, pour l'empathie humaine et donc l'amour humain, tu vois. Et mon rêve serait d'automatiser ce système complet. Alors, il y en a peut-être qui vont penser quand je dis ça, le revenu universel, tout ça. Ouais, why not? Tu le traduis comme tu veux, mais là, tu viens de me parler d'un revenu universel, donc tu es encore dans la matrice du système, tu vois. Mais je me dis qu'en fait, automatiser tout ce carcan qui nous fout tous en burn-out, je prends des raccourcis, bah, en fait, ça va nous permettre de nous reconcentrer sur nous, tu vois? Et c'est un peu, la cause qui m'anime, c'est qu'on pense tous qu'à nous et il est temps qu'on automatise ce qui nous a fait venir comme ça et qu'on se reconcentre sur qui on est, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on transmet à l'autre, quelle énergie on développe. Enfin, tu vois, toutes des choses qui me paraissent moins implicites parce que je fonctionne comme ça, mais en vrai, j'aimerais tellement que plein de gens aient plus de feeling, tu vois? Et le feeling, ça se travaille. C'est pas: tu l'as pas, moi je veux pas de vision». J'entends beaucoup de gens qui me disent ça en ce moment: «Ah non, moi je peux pas faire ça, Will, j'ai pas la vision». Ben ouais, mais moi non plus, j'ai pas la vision. J'ai juste de l'interaction intense sur des sujets sur lesquels je suspecte des choses, avec un maximum de gens qui fait que par rebond, comme je te disais tout à l'heure, je m'enrichis. Et pour reboucler sur la question, essayer d'en faire une conclusion, c'est pourquoi, je fais ça et est-ce que la technologie, quelle place elle va prendre? Bah, moi, je suis pour que la technologie remplace l'humain sur le système économique et qu'elle laisse place à l'humain sur le système émotionnel. Et c'est des beaux mots. J'ai plein de plans dans ma tête et on n'aura pas assez d'1 heure pour tout développer. Mais je suis persuadé que ça va avoir un gros en tout cas, il va y avoir un gros virage du fonctionnement de l'humain sur le système, là, dans les 30 prochaines années, qu'on le veuille ou non. Tu vois ChatGPT, là, Sam Altman est en train de sortir le fait que, ça y est, cette année, donc 2025, les entreprises vont embaucher des ChatGPT à la place d'embaucher des humains. Ben ouais, mec, c'est parti. Moi, j'échange avec ChatGPT 2-3 heures par jour. C'est ouf comme ça structure ma créativité. Mais alors, ça me repousse ma créativité encore plus loin. Parce que finalement, le pire dans tout ça, c'est que ChatGPT est sorti. C'est le cerveau de l'humanité, ce truc-là. Il y a toute l'information et la compétence générale mondiale. Et pour autant, il n'y a que 100 millions d'utilisateurs. Donc là, on peut dire que l'être humain, en tout cas l'espèce humaine, n'est pas attiré par l'information et par la progression de l'information. Il est attiré par bah, ce qu'il aime. Et donc c'est bien, c'est un premier truc. Mais du coup, maintenant, c'est quelle place va jouer cette techno? Et pour finir sur un exemple très concret, beaucoup de gens dans les conférences me disent: «Ouais, mais vous allez remplacer, admettons, les caissières et les caissiers». Eh ben oui, et j'ai hâte parce que moi je l'ai fait caissière et caissier et je te jure, faire passer des gens qui à 10 te considèrent et te disent bonjour et qui à 3 sont sympas, pour monopoliser un cerveau qui a autant de richesse sur une translation de produits et un bip bip derrière un code barre, c'est éclaté au sol le truc, tu vois? Et du coup, le fait qu'un connard ait mis autant de puissance de calcul humaine
derrière, justement, pour contrôler. Parce que l'homme est vicieux, il va sortir, il va voler. Donc, il faut mettre des humains pour contrôler des humains. Mais mec, il faut mettre des robots pour ça. Il faut que ce soit automatisé, que les humains ils aillent conseiller les gens sur quels produits acheter. Tu nous vends de la merde, c'est tout catégorie C, D ou E maintenant dans les Nutri-Score, et on n'a jamais personne pour nous conseiller. Bah, c'est ça qu'on veut, nous, tu vois. Et pourquoi on revient sur les petits commerces, Donc bref, tu as compris la spirale d'explication que je veux faire. Évidemment que je pense que ça va remplacer des tâches humaines à date, et évidemment que je veux que ça se fasse sans douleur, mais j'ai une confiance aveugle en la capacité d'acceptation de l'humanité sur des grands changements. En gros, ce que je te dis de manière ironique, c'est on est hyper résistant à ces changements, l'être humain. Je le vois dans mes cycles de vente, hein. Même quand j'apporte du ROI au client, ça met 1 an à signer. Donc, on est très résistant au changement et je pense que c'est pour notre propre protection. Et je pense que ça mettra 2 à 3 générations, tu vois, à se changer. Mais évidemment que ça va s'installer et ça va bousculer un peu les concepts du monde économique d'aujourd'hui. J'aimerais bien revenir sur, ce qui t'anime, enfin, ce qui vous anime chez 22 plus spécifiquement, donc la vision par ordinateur. Moi, c'est pas forcément un sujet que enfin, je connais de loin, mais j'aimerais même mieux comprendre comment ça marche. Comment toi, t'expliquerais ça simplement? Quelles sont les principales technos à l'œuvre ou les méthodes? Et peut-être donner 1 ou 2 exemples concrets pour qu'on puisse se projeter. Alors, je vais essayer de vulgariser au maximum. Donc, tous les scientifiques qui écoutent, m'en voulez pas. Du coup, ce qui est important, c'est de comprendre qu'une image, ou en tout cas une vidéo, c'est une succession d'images, et qu'une image, c'est des pixels. Et que chaque pixel est un petit carré qui, à l'intérieur, porte une partie de l'information générale. Pour reconnaître l'information générale, du coup, on a créé des algorithmes qui sont des réseaux de neurones. Donc, pour la refaire un petit peu dans l'histoire, tu as Yann Lequin et un laboratoire entier qui découvre dans les années 2000 le deep learning, tu vois. Et ce deep learning, en fait, on voit qu'il faut apprendre des masses d'images pour pouvoir les reconnaître après en mettant ces algorithmes derrière des flux vidéo temps réel ou derrière des images. Et là, je rentre dans l'explication un peu technique. Une IA aujourd'hui, en vision par ordinateur, ça va regarder pixel par pixel et ça va attribuer des valeurs mathématiques à chaque typologie de pixel. Et donc, de manière mathématique, c'est là où c'est un peu théorique pour les gens pratiques, mais de manière mathématique, on va avoir différents layers, donc différentes couches de réseaux de neurones. La première, donc le réseau de neurones, c'est des petites bulles, toutes les unes au-dessus des autres, et qui représentent finalement un ensemble de pixels. Et admettons, en haut à gauche de l'image, il n'y a que du bleu, et toi, tu es l'ingénieur et tu décides d'attribuer la valeur 1 au bleu, et ben si en haut à gauche, dans les 10 premiers pixels, tu n'as que du bleu, bah, tu vas mettre 1 dans la première petite bulle du réseau de neurones. Si, admettons, un pixel est à moitié bleu et à moitié blanc, et que tu as attribué la valeur 0 au blanc, et ben dans la petite bulle, tu vois, la cinquième, du coup, vu que c'est le 6e pixel, admettons, la 6e bulle, c'est 0,5, parce que 0, c'est le blanc, 1, c'est le bleu, et donc du coup, là, c'est la moitié des deux, tu vois, donc 0,5. Et en fait, faire ça sur toutes les couleurs, sur toutes les formes, sur toutes les, 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 les manières d'extraire une particularité dans chaque pixel pour faire une reconnaissance d'ensemble avec l'équation générale de cette image. Et donc, du coup, cette équation, une fois que le réseau de neurones, en fait, a été bien construit et appris, tu la mets derrière un flux vidéo. Donc, cette équation, c'est un réseau de neurones qui a finalement eu un apprentissage. Eh ben, ça va te dire, oula, là, je vois du bleu, je vois du blanc, je vois un rond. Ça ressemble à 96% à ce que tu m'as appris qui était un ballon sur un terrain vert avec un ciel bleu. Est-ce que c'est ça? Et toi, c'est là où tu vas fixer tes seuils et tu vas te dire, si tout ce qui est au-dessus de 80%, je considère que c'est un ballon, alors tu diras que c'est un ballon. Et c'est comme ça que tu mets en place tes algorithmes. Mais ça,
il faut le faire sur des milliers d'images de datasets pour pouvoir en fait avoir une variabilité assez volumique de toutes les possibilités physiques du monde, la pluie, la neige, le noir, le coucher de soleil, etc. Donc luminosité et taille, et donc du coup reconnaître derrière. Ça s'appelle des techniques de deep learning. Aujourd'hui, existent des nouvelles techniques basées sur les transformers qui, elles, sont, allez, on va dire peu ou prou la même chose, mais avec d'abord pour les LLM, les Large Language Models, c'est basé sur la description sémantique, donc ça veut dire des mots. Et nous, là, je te parlais uniquement des mathématiques sur des relations d'apprentissage à vision en temps réel. Et donc, du coup, le couplage des deux aujourd'hui donne encore plus de profondeur parce que si avant, tu devais apprendre en deep learning avec des milliers d'images dans les bases de données et avec des réseaux de neurones énormes pour apprendre ne serait-ce que ces bouteilles d'eau, aujourd'hui, le gros avantage que tu as avec le VLM, donc le Vision Large Model, qui est arrivé post-LLM, mais qui est un peu la même chose, tu vois, c'est que ça a appris grâce aux milliards de dollars dépensés par les GAFA, ça a appris le monde entier, ça l'a décrit dans tous ces énormes réseaux. Et nous, on arrive à combiner le deep learning avec de la reconnaissance d'objets et du tracking d'objets multicaméra. Et quand on a un besoin de profondeur d'information, on crée des points de remontée d'images au VLM, on lui demande de décrire le VLM, on le prompte. Admettons, tu vois, on veut voir tous les gens qui rentrent dans le magasin Nike. Donc ça, c'est du deep learning qui détecte les humains et quand ils franchissent une ligne, du coup, ça prend une photo et ça envoie ça dans le VLM de manière anonymisée où tu n'as pas la tête. Mais tu peux poser la question, est-ce que la personne est habillée en Nike ou pas? Point d'interrogation. Et à la fin de la journée, tu peux faire tes statistiques. Tu as eu 18 000 entrées, tu en as eu 16 580 qui sont habillés en Nike. Et donc, du coup, tu peux venir segmenter et créer tes cas d'usage. Tu vois un peu ce que je veux dire? En gros, tu peux prompter de la vision par ordinateur comme tu fais avec ChatGPT, quoi. Exactement, mais tu peux pas déployer que du prompt parce que c'est trop gros, trop lourd pour être onboardé et voir à haute intensité plein d'humains, plein d'objets, etc. Tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, on se sert du deep pour venir voir ce qui se passe en termes de dynamique et on se sert du VLM, donc du ChatGPT Vision en gros, pour pouvoir aller creuser l'information à un moment donné. On arrive même à détecter les gens qui ont les lacets défaits, les gens qui ont les lunettes cassées, enfin ça va loin, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ces technologies de vision, elles sont ouf parce qu'on apprend mathématiquement par des bases de données très volumiques à des équations qui s'appellent des réseaux de neurones. Et ensuite, on les met derrière des caméras temps réel ou autres et on leur demande de recracher ce qu'on leur a appris. En gros, c'est ça. Et on crée une couche logicielle au-dessus qui nous permet de faire des zones, des temporalités, d'aller sélectionner quel objet à quel endroit, etc., etc. Tu vois. Et alors, un cas d'usage très concret pour une grande marque de vente d'accessoires de sport à qui on reproche finalement de jamais avoir un vendeur disponible pour pouvoir acheter quelque chose, eh ben, on est capable de dire, OK, là, tu as une famille qui est devant les combinaisons de ski. Ça fait 4 fois qu'ils les touchent, qu'ils les retournent. Ils sont depuis 45 secondes devant. Ils ont l'air d'avoir une intention d'achat. Appelle vendeur, va convertir la vente là-bas parce que sinon, ils risquent d'acheter en ligne ou dans un autre magasin. Et du coup, les cas d'usage sont très clairs, hein. C'est, on a appris les humains, on a mis une zone devant des produits qui ont une interaction avec le client, et là, on dit, si humain reste dans cette zone plus de 45 secondes, alors appelle vendeur, tu vois. Et bon, alors, je t'ai pas dit qu'on rajoutait la segmentation sur les gens. Donc, c'est-à-dire, si c'est une famille qui est là, bah forcément, elle a plus de chances d'acheter parce que quand tu te déplaces avec ta famille, du coup, c'est vraiment pour pouvoir acheter ou autre, tu vois. Donc, en fait, ça permet de te servir de cet outil d'observation du monde pour câbler ce que toi, tu aurais interprété si tu étais derrière le flux vidéo, tu vois. Et donc, du coup, pour passer à l'opération derrière et toujours dans une recherche de retour sur investissement. Et alors, t'as anticipé des questions que je voulais te poser, mais je crois que vous avez lancé donc récemment la Core 4, qui est votre nouveau modèle, donc VLM, c'est ce que tu évoquais. Je veux bien que tu reviennes juste sur fondamentalement qu'est-ce que ça, enfin,
t'en as parlé un petit peu, mais peut-être en reprenant un ou deux. Je sais que j'avais vu quelque chose que vous faisiez dans les magasins où ça permettait de segmenter assez finement la typologie de personnes. Peut-être par rapport à ce que vous faisiez déjà dans le retail ou ailleurs, qu'est-ce que ça apporte en plus des technologies plus classiques? Et je veux bien rajouter un truc comme ça permet de compléter, mais tu fais le parallèle avec les LLM où une des problématiques, importantes sur les LLM, c'est la question des hallucinations. Et tu disais, vous travaillez avec le milieu de la défense, de la police. Est-ce que sur les VLM, on a cette même problématique de créer des fausses informations? Et comment vous traitez le sujet? La force du VLM d'Encore 4, c'est vraiment de pouvoir reconnaître le monde comme toi tu le reconnaîtrais. Avant, on apprenait un humain. Aujourd'hui, le VLM nous permet un humain de savoir de quelle couleur il est habillé, avec quelle marque il est habillé, est-ce qu'il est dans une typologie où il est seul, il est avec sa femme, il est avec ses enfants, etc. Tu vois, donc le VLM apporte une granularité. Le deep, pour segmenter, admettons, on va faire juste homme-femme, d'accord? Une segmentation homme-femme. Aujourd'hui, le deep learning permet d'apprendre ce que c'est homme-femme, mais on devra avoir une base de données d'hommes, une base de données de femmes, d'accord? Et donc avoir justement deux cycles d'apprentissage de réseaux de neurones, etc., etc. Le VLM te permet d'avoir juste une seule reconnaissance des silhouettes humaines, qu'elles soient hommes ou femmes. Donc, tu fais 2 fois moins de travail en deep parce que le deep, c'est long à faire. Et tu te sers du VLM. Donc, le VLM, c'est Google qui a passé son temps à apprendre le monde entier. Et eux, ils ont déjà segmenté à l'intérieur de justement tous leurs gros modèles ce qu'était un homme et ce qu'était une femme. Par contre, faire tourner leur modèle à l'entrée d'un magasin sur les milliers d'entrées, ça va te coûter 50 millions d'euros par mois parce qu'il faudra faire tourner des très, très gros modèles avec plein de puissance de calcul derrière. Donc, nous, ce qu'on a trouvé comme trick, c'est le DEEP pour détecter les silhouettes et le VLM pour dire si c'est un homme ou une femme qu'on appelle une fois à chaque fois qu'il y a un passage d'humain. Donc, qu'est-ce que ça apporte vraiment de plus le VLM? Ça apporte la granularité d'analyse moins chère que tu n'as pas le temps ou pas l'argent de développer en deep learning parce que ça te prendrait une vie d'apprendre une vie, tu vois. Alors que là, en l'espace de 3 semaines avec des milliards de puissance de calcul, le VLM a appris toutes nos vies grâce à la data de Google, d'Instagram, tout ça, tout ça. Et nous, on bénéficie de ces réseaux de neurones déjà entraînés. Oui, il y a toujours des hallucinations avec les VLM aussi. Et pour pallier à ça, on a décidé de ne pas remettre le prompt engineering au client final. C'est-à-dire que nous, il y a une première analyse qui est faite en deep learning et ensuite, comme je te disais tout à l'heure, on envoie un screenshot au VLM en lui demandant de décrire la scène en fonction du cas d'usage. Et là, le client, en fait, il nous dit quelle finalité de cas d'usage il veut. Je veux savoir quand quelqu'un tombe par terre. OK. Bah nous, on connaît tellement bien notre VLM que on sait exactement comment il faut le prompter. C'est-à-dire, tu vas pas forcément lui dire est-ce que la personne est par terre? Non. Tu vas dire au VLM, prends-moi 3 screenshots avec 1 seconde de délai entre chaque screenshot. Et chaque screenshot, tu regardes s'il y a une dynamique de chute médicale, si ça reste au sol, si c'est une crise cardiaque, ça convulse, c'est comme ça, on se raidit, etc. S'il y a un geste de se relever, et tu vois, le fait qu'on le prompte, en fait, on le contraint à ne pas faire d'hallucinations ou d'erreurs, tu vois? Juste parce que, en fait, on le connaît notre VLM. Et quand je te dis notre VLM, c'est parce qu'on a fine-tune un VLM qui correspond à nos cas d'usage. Donc, on a pris le gros VLM de Google, on l'a onboardé sur nos serveurs et on a fine-tuné parce que nous, en fait, tous les points de vue, ils viennent de caméras de vidéosurveillance avec 35 degrés d'inclinaison et 3 mètres minimum de plafond. Et ben en fait, tu vois, on s'en fout de tous les points de vue téléphone, de tous les autres points de vue. Donc, on a vraiment, on va dire, contraint notre VLM à être très opérationnel sur nos cas d'usage et nos manières d'opérer dans l'infrastructure de nos clients. Tu vois un peu le truc? Donc, c'est pas notre techno à nous de base, mais on l'a tellement fine-tuné qu'il n'y a personne d'autre qui peut avoir nos résultats avec un VLM tiers. C'est-à-dire que les taux d'erreur que vous obtenez, ils sont satisfaisants pour vos clients? Alors, ce qui est bien et ce qui nous sauve aussi des fois, c'est que les clients, à date, ils ont rien. Donc, même si tu apportes 20%,
ça fait quand même un peu de visibilité. Alors, je te parle pour la sécurité, tu vois, genre dans les gares, le bagage abandonné, des fois, ils gueulent parce que ouais, il y a que 40% de bonne détection, 30%, 20%. Bah ouais, mais avant, tu avais rien. Donc déjà là, c'est sexy. Non, ce qui est chiant, c'est quand ça te donne du faux, tu vois. Mais ça, en fait, c'est notre bête noire. On lutte contre ça, à faire beaucoup de QA sur nos algorithmes, d'être testés sur des bases de données de malades qu'on a de côté. Donc, je vais faire mon commercial, mais on a très peu de fausses détections. Par contre, de temps en temps, on loupe des détections parce que on préfère ne rien dire quand on n'est pas sûr que trop dire. Sinon, ça gave l'utilisateur, tu vois. Donc, oui, on rate. On met ça dans indéterminé à un moment ou dans raté, je sais pas, mais ça nous arrive, ouais, quand, tu vois, dans la sécurité, on est plutôt sur de l'ordre de grandeur de 80% de réussite, 90%, voire même pour des comptages basiques, 98-19%. Et quand c'est des systèmes extérieurs un peu plus compliqués de ça, on est entre 20 et 60% de réussite, tu vois. C'est l'ordre de grandeur. Et pour continuer à filer la comparaison avec les LLM, mais on a pas entendu parler du RAG dans le domaine des LLM. Est-ce que c'est quelque chose que enfin, en fait, toi, tu disais, on a fine tuné le modèle comme pour, cadrer, on va dire, le modèle et faire en sorte qu'il fasse moins de Mais le RAG, c'est un moyen aussi, tu as raison. et c'est enfin, c'est pas quelque chose que vous utilisez de ce que je comprends? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé dans votre, enfin, dans le cas de la vision par ordinateur ou pas du tout? Sans dévoiler toute notre roadmap, je peux te dire que si, c'est quelque chose qu'on regarde fort parce que tu vois, moi, j'essaye toujours d'imiter l'être humain parce que je pense que c'est nous qui allons, comment dire? En fait, je pense que comme on a construit le monde avec notre vision, ma vision par ordinateur, je dois la construire comme l'être humain l'a construite et donc du coup avoir les mêmes us et coutumes et cetera, tu vois? Et ce que je pense vraiment, c'est que ton oreille, ton odeur, ton odorat, ton goût sont des choses qui viennent rassurer la vision, tu vois? Il y a un bruit à droite, hop, tu tournes pour contrôler ce que c'est ce bruit. Ça sent pas bon, tu vas regarder partout et tu vas chercher où est-ce que ça sent pas bon. Le goût, il est dégueu de ton truc de poulet, tu vas le regarder, tu vas te dire: «Oh, qu'est-ce qu'il a?» et tu vas le ressentir et cetera. Donc la vision et le master, le reste est important pour venir consolider la performance, tu vois? Et donc du coup, le RAG aujourd'hui nous permettra, de nous lier à des systèmes tiers plus facilement. Et quand je dis système, ça peut être d'autres technologies, tu vois. Donc, j'en sais rien, je te dis une connerie, mais pour parler super concret, tu entends un coup de feu sur des micros dans une rue, clac, tu allumes les caméras et la vision par ordinateur, elle cherche une arme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le RAG, de toute façon, c'est le moyen pour 22, je parle, hein, de monter en performance et de fournir des cas d'usage encore plus héroïstes. Donc oui, on regarde, oui, on poke 2-3 trucs en ce moment et évidemment que, des évolutions logicielles, tu vois, on sortira des choses comme ça, c'est sûr. Une dernière question alors, là-dessus, pour creuser ta roadmap, mais, si tu dis enfin que toi en tout cas tu regardes un petit peu comment fonctionne l'être humain, tu parlais des VLM, enfin du VLM de Google qui est un énorme machin et donc que vous pouvez pas déployer chez le client parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Sur les LLM, je sais que Hugging Face, mais d'autres travaillent sur des plus petits modèles, des SLM. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de vous dire: «Ah, on pourrait demain avoir un modèle qui soit plus un truc, de mastodonte, mais un petit truc qu'on pourrait avoir on-premise ou au moins chez nous, à vendre à nos clients et qui serait notre modèle propriétaire open source, peu importe, mais C'est le sens de l'histoire parce que quand tu as le VLM qui est arrivé, je te cache pas que je me suis dit: «Waouh, c'est dangereux». Si ça fait ça aujourd'hui et description avec cette intensité, je pense que dans 2 ans, le deep learning est mort et ça va cartonner, tu vois, le VLM. Donc, si c'est Google qui le fait, 22 ça vaut plus rien, tu vois? Mais en fait, quand je te parle de fine tune, on est déjà sur des approches de SLM, tu vois? On réduit l'amplitude du réseau, on réduit sa consommation, on l'optimise. Donc, on n'est pas encore à pouvoir l'embarquer sur un Jetson, tu vois, de NVIDIA, un tout petit truc, mais on peut commencer à la mettre sur des cartes, des A2000 et cetera, qui tournent bien et qui coûtent 1 500 balles, tu vois? Donc du coup, ça devient accessible à plus de cas de cas d'utilisation, ouais, d'usage. Et je pense aussi que tout l'enjeu justement de ces prochaines années, ça va être, comment les GAFAM redistribuent l'IP de tout ce qu'ils ont investi, construit et mis en place et à disposition de manière payante ou gratuite
parce que ça fait partie de la frénésie. Tu vois, tu as des Mistral qui valent 5-6 milliards, tu as des OpenAI qui vaut 150 milliards, et les trucs, ils ont encore pas prouvé des business models de tueurs à gages. Tu vois, c'est pas encore Mistral, on ne sait pas forcément ce que ça doit, en tout cas, ce que ça génère en termes de chiffre d'affaires. C'est pas encore rentable, tu vois. OpenAI un peu plus, puisque, bon, visiblement, ils ont fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais il y a eu peu de boîtes dans leur cas à eux. Donc, en fait, c'est est-ce que les petites boîtes comme nous, on va récupérer de la propriété intellectuelle sur ce type de technologie qui est les Transformers? Est-ce qu'il faut écouter notre vieux fou respecté Yann Lequin qui a mis le deep learning en selle et qui dit ouais, de toute façon, c'est une impasse, ça consomme à mort et puis ça sera jamais ultra efficace, laissez tomber, moi j'ai laissé cette technique de côté. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles techniques plus légères, plus intelligentes qui vont arriver? Donc, tu te dois, si tu veux, de fine-tune et d'essayer de récupérer au maximum la propriété intellectuelle de ces modèles-là, qui sont de l'open source, basés sur du Transformers, hein, je répète, de Google. Donc, tout le monde a pompé une technologie de Google. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir une nouvelle technologie que le Transformers? Parce que quand tu regardes bien le truc, c'est 2000 Deep Learning, 2018 Transformers. Donc, tu reprojettes le truc si tout s'accélère, allez, on va dire 2030, autre chose. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir plusieurs piliers de R&D dans ta boîte si tu veux faire une boîte long terme. Donc, moi, j'ai des chercheurs fondamentaux qui étudient justement sur les futures méthodes mathématiques pour reconnaître le monde grâce à des caméras. J'ai des chercheurs appliqués qui prennent justement ce qui existe en open source ou payant et qui essayent de fine-tune les choses pour que ça corresponde le plus vite possible et le moins cher possible à des cas d'usage des clients. Et j'ai des putains de hackers à côté, ils sont deux, qui, eux, essayent de péter le game, tu vois, et scientifique et technologique, et de trouver des raccourcis qui coûtent moins cher, qui vont plus vite, etc. Donc, tu vois, c'est une science physique mouvante. Et il faut être parano, et il faut regarder un peu ce qui se passe partout. Mais il y a un truc qui décide quand même, hein, c'est l'argent. L'argent, ça drive l'innovation, et en fait, va où il y a du pognon, quoi. Donc, tu le sais que cette techno-là, c'est une techno qui coûte cher. Et donc, du coup, il faut se faire souffler dans les ailes par les gros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis de très près les stratégies, tu sais, des fondeurs de chipsets, donc la Nvidia, AMD, Qualcomm et compagnie. Et je suis aussi de très près les hyperscalers qui ont un enjeu de continuer à être le moteur de recherche du milieu, donc les Google, etc. Et voyant leurs investissements sur ces technos, tu te dis, bon, bah, eux, ils font des choix réfléchis, tu vois. Donc, si tu vas là-dedans, c'est qu'il y aura quelque chose, un périmètre économique intéressant, tu vois. Ou au pire, tu te feras racheter par ces gens-là, mais tu pourras, en tout cas, moi, une de mes intentions aujourd'hui avec 22, c'est d'en faire un espèce de groupe technologique industriel international, long terme. Et même si un jour on est racheté, je voudrais continuer à exécuter cette vision parce que on va dire, pouvoir imiter la puissance de reconnaissance visuelle de l'espèce humaine pour pouvoir l'onboarder sous forme d'OS à l'intérieur des IoT, des bagnoles, des n'importe quoi. Waouh, tu te rends compte comme ça va rendre le monde intelligent. Par rapport à ça, tu as déjà évoqué le sujet des caissiers tout à l'heure, mais comment, toi, enfin, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui sur l'impact que ça a sur le monde du travail, ces outils-là de vision par ordinateur? Et peut-être qu'est-ce que ça change pour les employés en termes de tâches, de compétences? Tu disais, il faut accompagner les gens, ça transforme des métiers. C'est un peu l'arlésienne quand même quand on parle d'IA, cette question de ça va remplacer X% de tâches, de compétences, de personne ne sait trop ce qui va se passer. Mais toi, qu'est-ce que tu observes et c'est peut-être quoi tes intuitions là-dessus? C'est intéressant comme question, vraiment. Euh, c'est difficile de répondre parce que chaque verticale a souvent ses spécificités, chaque métier a les siennes. Mais je te dis une bêtise, t'habites dans quelle ville? T'habites À Ivry-sur-Seine dans le Eh 95. ben, ok. Donc à Ivry-sur-Seine, tu as une police municipale. Ta police municipale, elle a un CSU, un centre de supervision urbain. À Ivry-sur-Seine, de mémoire, tu as une centaine de caméras. Et donc, du coup, ces caméras, elles sont regardées par une personne qui peut en regarder 4 ou 5 en même temps, donc pas les 100. Et on lui dit, bon, ben toi, je suis désolé, mais tu as été attitré à regarder les caméras en permanence. Et si tu vois un problème, tu bipes. Donc, on a demandé à un humain de regarder avec ses deux yeux tant endroits qui changent en permanence. Il ne peut pas voir ce qui se passe sur la 99e s'il regarde la troisième. Et donc, du coup,
c'est un cas d'usage simple, mais ta mamie qui tombe sur la 99e, elle n'est pas affichée parce qu'il n'en a que 25 devant lui et il a la capacité d'en voir réellement 5-7 devant lui. Il rate. Ça va le remplacer, lui, cette personne-là. Ça va dire tout à sa place et comme s'il y avait 100 personnes, une derrière chaque caméra. Ça va aussi permettre à des opérateurs de transport qui voient l'avion arriver à la gate et qui sont rémunérés par l'avion et les compagnies aériennes. Et donc, du coup, l'aéroport dira, bah là, tu as eu 8 minutes de retard parce que le prestataire du fuel, il est arrivé en retard. Il fallait 45 minutes pour faire le plein. Donc, toi, c'est pas moi qui dois de l'argent et c'est pas à cause de moi que tu as été en retard, c'est à cause du partenaire du fuel. Donc, c'est à lui de payer l'amende. Et en fait, comme il va y avoir une vision holistique sur toutes les opérations de manière granulaire, on va pouvoir répartir les responsabilités avec plus d'intelligence. On va pouvoir voir à 10 millions d'endroits plutôt qu'un seul endroit, en même temps, avec la même intensité. On va pouvoir contrôler, en fait, toi, tu disais au livreur, allez-y, passez, mettez dans la boîte aux lettres, bah là, tu pourras savoir qu'il est arrivé à telle heure, qu'il a mis à telle heure dans le truc et de ça. Donc, en fait, oui, il y a du contrôle, mais il y a du contrôle sur un système qui demande à être contrôlé pour pouvoir être plus efficace, tu vois. Donc, j'essaie de répondre par plein d'axes différents, tu vois, mais j'essaye d'être concret, mais c'est un peu l'Arlésienne, comme tu dis, parce que tu as Laurent Alexandre qui fait flipper tout le monde, qui dit que ça va tout remplacer et tu as l'impression que c'est tout de suite. Et tu as la quadrature du net qui dit que c'est violent, ça va tous nous cibler, ça va tous nous suivre, et puis c'est une technopolis de tracking de personnes. Tu as les opérationnels qui disent ah, ça va sauver des vies parce que les robots peinture, ils vont plus taper les gens qui montent les voitures et donc du coup, il y aura 4 morts en moins par semaine dans le monde entier. On va pouvoir sauver les noyades, les enfants qui tombent. En fait, comme c'est une technologie qui ruisselle et qui reprend les compétences humaines, en fait, l'État, il est hyper complexe. De partout, ça va faire des choses différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux qui sont en train d'écrire l'Arlésienne ou d'aller en conférence pour toujours dire un peu les mêmes choses, ah, attention, attention. Bah ouais, mec, évidemment, on a inventé les téléphones. Les téléphones, ça a permis à n'importe qui d'appeler n'importe qui dans le monde en temps réel et de transférer de l'information, quand avant, tu avais le pigeon voyageur et quand avant, tu avais la calèche. Donc forcément, si tu étais quelqu'un qui était pour la rétention d'informations par envie de garder son pouvoir, bah, il s'est fait complètement disrupter. Et aujourd'hui, désolé, mais on sait que les politiques, ils font de la merde, que lui, il dit qu'il est écolo, mais il a pris 3 fois le jet depuis 2 jours. Enfin, tu vois, la communication a rapproché l'information des gens entre eux. Bah, maintenant, plus que la communication, l'intelligence visuelle et autres, hein, même hein, information et contextuelle, va rapprocher l'information de l'être humain. Et donc, du coup, il va pouvoir décider plus vite. Et comme avant, il y avait une chaîne de décision, aujourd'hui, il n'y aura plus besoin de chaîne de décision, il y aura besoin d'un humain qui peut décider pour une chaîne d'observation. Tu évoquais la quadrature du net et puis cette question du contrôle. Je voulais te poser une question là-dessus parce que bah, avec les modèles que vous développez, là, tu parlais de Core 4, vous avez une granularité enfin, qui va loin et forcément, il y a des questions. Enfin, tu parlais d'anonymisation, mais il y a forcément des questions d'être capable de reconnaître les gens. Et puis, vous bossez dans des secteurs, tu parlais de la police, la défense. Comment vous traitez un peu ces sujets? Comment vous les abordez? Est-ce que vous les avez pensés dès le départ ou est-ce que vous faites un peu en marchant? Comment vous abordez cette question? De base, j'ai grandi à Nanterre, j'ai eu des problèmes avec la justice et j'ai créé Coyote. Donc, du coup, je ne suis pas forcément un collaborateur des forces de l'ordre, pour le dire politiquement correct. En plus, j'aime bien rouler vite, etc. Donc, tu vois que mes points de permis, j'en ai eu plusieurs fois 12. Et du coup, là, quand je suis arrivé dans cette techno-là, je me suis dit, et je m'étais vraiment regardé là-dessus, parce que moi aussi, ça me percutait, tu vois, cette techno. J'ai pas envie d'être suivi, qu'on voit où je suis, qu'est-ce que je fais dans la rue, etc. Tu vois, je veux ma putain de liberté, tu vois. Et j'ai décidé de regarder les comités éthiques. Et je me rappelle, c'était en 2016, 2017 et tout ça. Et je tapais comité éthique et je suis tombé sur des chaires de réflexion, des think tanks, des comités éthiques super politiques, philosophiques, dans le biomédical, dans le biologique, dans tout ça. Mais j'en ai vu aucun qui parlait de cas concrets, tu vois, et de ma techno sur mes cas d'usage. Et du coup, ça m'a un peu saoulé, tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah ok, il n'y a rien qui existe sur le marché. Alors, en 2017, 2018, on va créer notre comité éthique.
Et en fait, on a décidé dans ce comité éthique d'abord de commencer par une charte éthique. Donc, on a repris celle de L'Oréal et tout ça, et on s'est dit, mais c'est vraiment du bullshit en fait, hein. Donc, on est parti neutre et on a dit, qu'est-ce qu'on veut pas? Voilà. Qu'est-ce que, au final, tu veux vraiment pas que ta technologie fasse? Ben, je veux pas qu'elle tue ou qu'elle donne le moyen de tuer un- une espèce humaine par un être humain. Donc, on s'interdira tout ça. J'ai eu des approches de fabricants de missiles qui me demandaient de travailler sur les 200 derniers mètres en vision par ordinateur parce que le radar n'était pas très précis pour frapper la cible, tu vois. Quand j'étais dans ces boîtes-là, j'étais avec mon Sif Haomingzen, qui était un Chinois, et Swail Hanoun, qui était un Algérien. Et du coup, en sortant de ces meetings-là, il me disait, William, c'est qui la cible? Ah, mec, Inch'Allah, c'est pas toi, mais c'est possible un jour quand même. Donc, tu vois, il y avait un problème éthique. Parce que ces mecs-là, je les aimais plus que tout, c'était mes loulous, on était de la même équipe, etc., tu vois. Donc, du coup, j'ai eu besoin de faire ce comité éthique et de surtout jamais bosser pour des choses qui permettaient de faire du mal à l'espèce humaine et de le tuer. Ensuite, le deuxième truc qu'on s'est dit, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on veut pas? Ben, que ça traite malheureusement l'individualité des personnes. Donc, on s'est interdit la reconnaissance faciale. Interdit. Dans nos réseaux de neurones, c'est pour ça que je te parle de reconnaître des silhouettes humaines depuis tout à l'heure, il est impossible pour moi de faire du biométrique dans mon produit. C'est pas possible. J'ai pas d'algo qui permette le reco facial et la reco biométrique, donc des mouvements et tout ça, tu vois. Par contre, je fais du tracking multicaméra non biométrique. Je m'accroche à ton sweat, ta couleur de chaussure, et puis l'association mathématique de ton magnifique arc-en-ciel de vêtements permet de te suivre de manière multicaméra, tu vois. Donc, mais je sais pas qui tu es. Je sais que la silhouette X qui est habillée en jaune poussin avec des baskets rouges, elle est en train de partir sur la caméra 8 et c'est lui qui a abandonné son bagage sur la caméra. Donc, allez le chercher. Donc, tu vois, moi, ma technologie, elle ne permet pas. Après, évidemment que j'entends déjà réagir pas mal de gens dans mes oreilles, là, en disant oui, mais tu peux quand même l'identifier après ou recroiser avec des bases de données. Ouais, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, brûle ton téléphone, supprime ton compte Google, fais-toi changer le nez, la couleur des yeux, ne sors plus dans la rue. Enfin, tu vois. Donc, à un moment, je ne vais pas pisser contre le vent non plus, tu vois. Je permets de répondre à des cas d'usage en essayant au maximum de cadrer l'impossibilité de remonter sur l'individualité. Et ça, pour clôturer le tout, je l'ai rajouté dans les conditions d'utilisation du produit. C'est-à-dire que si tu utilises mon produit à des fins pour renseigner des bases de données qui te permettent d'identifier les personnes, alors je suis en droit de te retirer les licences d'utilisation, même si tu les as payées. Donc, on a fait ça. Et ensuite, une fois que tu as dit ça, tu fais quoi? Parce qu'en fait, c'est une éthique très pratique. C'est-à-dire, là, un jour, on a un maire de ville qui nous dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'ajouter la catégorie d'objets des caravanes? Pourquoi tu veux détecter les caravanes? Oh non, c'est parce que, ouais, on a regardé sur Internet, cette personne-là parlait beaucoup de la communauté gitane, tu vois. Et donc, du coup, le comité éthique, il a dit, au vu de l'orientation politique de ce maire, au vu des sujets qui communiquent. Et au vu de la feature ce qu'il nous demande, 22 refuse de détecter en temps réel l'arrivée de caravanes et du comptage temps réel, mais tolère la détection de caravanes et une statistique fin de journée. Et tu vois, en fait, on essaie un peu de tuer le game comme ça, c'est-à-dire essayer de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent utiliser à des mauvais escients notre technologie. C'est comme la dernière fois, on a un très gros qui nous a demandé de détecter les personnes au sol. Putain d'intention, tu vois. Ah ouais, les gens qui tombent et tout ça, c'est trop bien. Et un jour, dans une réunion, je sens un truc bizarre, tu vois. Et je leur dis, mais pourquoi? Et en fait, en tirant sur la corde, tu te rends compte qu'ils veulent détecter les sans-abri pour pouvoir les chasser de leurs endroits, tu vois. Et du coup, bah, pour les avoir, on a dit, OK, bah, nous, on a décidé de répondre à votre demande en apprenant la dynamique d'une chute. Comme ça, vous voyez vraiment les dynamiques de chute et les personnes qui sont au sol sans chuter ne seront pas détectées. Donc, tu vois, on trouve des comment on dit, des pirouettes mathématiques et des manières d'opérer qui viennent justement pas répondre à ce qu'ils voulaient de manière sous-jacente, tu vois. Et ça, notre comité éthique, c'est important parce qu'on l'a gardé depuis ces années-là tous les 2 mois. C'est 2 heures tous les 2 mois. C'est
C'est un sociologue et une personne. En gros, c'est un qui explique vraiment l'histoire de l'humanité, les us et coutumes et enfin vraiment la recherche sociale autour de l'humain, et une autre personne qui est pro-business. Et donc, du coup, tu vois, on arrive à. Et j'ai toujours mon directeur commercial, j'ai le directeur de la recherche qui est là, et on fait souvent avec des invités. D'ailleurs, la Quadrature du Net a assisté à un de nos comités éthiques. Et du coup, on arrive à avoir une certaine pluralité d'analyse et des décisions qui sont respectées. Donc, on se protège comme ça. Après, pour te dire la vérité, la verticale qui est dans la police, elle est bien, mais c'est pas elle qui fait notre revenu, qui scale, etc. Tu vois, donc on va sur d'autres verticales plus civiles, donc le retail, la logistique, et on sort de la sécurité parce que la sécurité, finalement, il n'y a pas beaucoup de ROI, tu vois. Et si tu veux faire une grosse boîte, scaling, monde, etc., vaut mieux que tu ailles chercher du privé qui a du ROI. Et donc, le transport logistique et retail, c'est beaucoup plus sexy, tu vois. C'est moins de problèmes, c'est plus d'opérationnel, tu as un impact fort sur les résultats de tes clients. Donc, c'est stylé, tu vois. Tu as un produit qui développe les marques et les entreprises. Donc, on préfère ça. Tu as parlé pas mal des gros acteurs américains et en ce moment, et puis avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on parle encore plus de souveraineté technologique en IA, mais pas que en France, en Europe. Vous, 22, vous êtes un acteur aujourd'hui français, référence dans votre domaine. Comment vous envisagez cette question? Tu as dit qu'éventuellement vous seriez racheté. Enfin voilà. Est-ce que vous êtes un acteur, un fervent défenseur de la souveraineté numérique, technologique française, européenne, jamais racheté par les GAFAM, ou est-ce que vous êtes plus pragmatique? Enfin voilà, c'est quoi ta... Oh, plus pragmatique, t'es orienté. Ma vision, j'ai l'impression que c'est la tienne. J'ai l'impression que c'est la tienne, ma vision, parce que d'abord, je suis un citoyen du monde. J'ai du sang rouge. Ensuite, j'ai été élevé dans le monde occidental. Donc, j'ai une appétence pour le monde occidental et son confort. Donc, oui, je me vois bien aller aux États-Unis ou aller dans les pays d'Asie-Pacifique, pourquoi pas, qui sont vraiment en train d'arriver largement au niveau de la productivité même ça la dépasse des pays occidentaux. J'adore l'Afrique. Je trouve que philosophiquement, ils ont de l'avance. J'adore aussi l'Amérique du Sud, qui a une proximité avec la nature qui est peu vue ailleurs, tu vois. Et donc, du coup, tout ça me fait dire que je suis un citoyen du monde. Et quand j'entends le mot souveraineté, il est souvent dans la bouche de quelqu'un qui a peur et utilise ce mot comme un bouclier pour pouvoir justement éviter la fuite de données, la peur d'être attaqué, etc., etc. Ça s'entend, hein. Dans un pays militarisé, c'est important de ne pas laisser fuiter des informations stratégiques à des pays potentiellement ennemis. Mais moi, dans cette phrase, je rejette tout. Des pays ennemis? Bah, ça n'existe pas. Il y a des gouvernements ennemis, mais pas des pays. On est 60 millions ou même 70 millions aujourd'hui en France. Et on voit bien, tu as 40% qui votent pour ça, 20% pour ça, 10% pour ça. Mais en fait, quand tu parles à tout le monde et que tu lui donnes la connaissance, tout le monde est ami avec tout le monde. C'est un manque de connaissance, moi, je trouve, qui vient nous ségréguer et tous nous séparer. Donc, la souveraineté, pour moi, c'est un peu bullshit. Parce qu'en plus de ça, ils viennent te mettre les tampons souverains sur un cloud fait par Atos, français, basé sur la technologie de Thales, mais sur Google. Enfin, ok, ils n'ont pas accès à tes données, mais la vérité, c'est que maintenant, on sait qu'on peut avoir tellement accès à des données de partout, n'importe comment, hacker, etc., que la souveraineté, pour moi, c'est pas un attribut fort, tu vois. Et je me sens français, mais tu veux, il y a pas un leader en France qui me fait transpirer le drapeau français non plus, tu vois? Je et je suis pas du tout politisé, hein. Je suis pas de gauche ou de droite ou quoi que ce soit. Moi, j'aime les gens de manière générale quand ils sont intelligents, quand ils sont empathiques, quand ils te donnent de l'amour, et que ça se passe bien avec eux. J'aime pas la bêtise humaine, donc là, je suis assez généraliste quand je te dis ça, mais en fait, la souveraineté, je me méfie de la souveraineté. C'est souvent un faux argument, tu vois, surtout dans nos technologies. L'écologie, par contre, autour de nos technologies, tu vois, c'est important. Tu vas pas trop consommer d'eau, d'électricité, etc. Je pense, quand tu scales les modèles,
Ça, c'est important. Mais la souveraineté, tu sais, j'ai été en Chine, j'y ai habité un petit peu. J'ai beaucoup à Nanshan District vers Shenzhen et à Shenzhen. Et en fait, j'ai jamais eu autant de liaisons avec des étrangers que des Chinois, tellement ils ont été gentils avec moi, ils m'ont accueilli comme des malades pendant un an. Enfin, c'était magique, tu vois. Les Chinois, je les ai trouvés hyper émotionnels, tu vois. Et pour autant, ils n'avaient pas la même culture que la nôtre parce qu'ils sont 1,4 milliard et que ce sont des numéros et que quand moi j'arrivais dans le métro, il y avait le guichet des Chinois où il y avait 15 guichets et à droite, il y avait un guichet où il y avait personne, c'était foreigners, les étrangers. Et en fait, tu vois, j'ai pas dit qu'ils étaient racistes, j'ai juste dit qu'ils étaient organisés comme ça, tu vois. Donc, tu vois, ce côté, je protège mon État, je protège ma civilité, je protège mon pays, parce qu'il y a eu des frontières à une certaine époque où il n'y avait pas les mêmes informations et la même compétence. Waouh, j'ai un peu du mal, tu vois, avec tous ces blocs de contraintes, tu vois. Et donc, du coup, non, je ne suis pas trop adepte de la souveraineté. Cependant, j'aime beaucoup mon pays et je jouerai le jeu, je jouerai le jeu si on me le demande. On va arriver sur la fin de notre échange. J'avais une dernière question. Tu en as déjà un peu parlé au début, donc ça permettra de reboucler un peu plus prospective. Et comme ça, tu pourras partager peut-être des éléments que tu n'as pas encore partagés. Mais comment toi, tu vois le développement de cette techno et de cet outil qui est la vision par ordinateur dans les 5-10 prochaines années, à la fois sur le plan purement technologique, on va dire, et surtout et aussi sur l'impact que ça va avoir sur les business, sur les sociétés, puis sur les humains qui y travaillent surtout. Ouais, c'est une question compliquée, hein. Je vois l'impact sur ces prochaines années. En fait, déjà, tu sais, tu as vu qu'on court après les AGI, là, les Artificial General Intelligence. Donc, c'est quelque chose de très puissant qui connaît tout ce qu'on connaît et qui sait te le redonner avec une syntaxe démentielle et qui sait augmenter n'importe quel type de réflexion, de structuration ou autre. Donc, les AGI, moi, je vois ça en 2030, les grosses intelligences générales, tu vois. En même temps, moi, il faut que je sorte en 2030 l'OS de la vision, c'est-à-dire une capacité euh, à reconnaître le monde comme un être humain dans n'importe quel type de hardware, un robot, un hélicoptère, une voiture, n'importe quoi, tu vois, une caméra, un téléphone. Donc ça, c'est ce à quoi je vais vraiment me pencher. Tu parlais du RAG tout à l'heure et je te parlais en même temps des modèles multimodaux. Je pense que dans les 3 à 5 prochaines années, il va y avoir les modèles multimodaux qui vont arriver, c'est-à-dire des complémentaires entre vision, son, pourquoi pas odorat, pourquoi pas plein d'autres choses, tu vois, toucher, etc. Et donc, je pense que ces intelligences-là vont se porter dans des hardware ou sinon vont s'intégrer dans des hardware existants. J'ai une pensée pour un des associés Coyote qui est parti, qui nous a quittés et qui m'a toujours dit, William, il faut supprimer les VIA, c'est-à-dire les VIA technologiques. Entre toi et moi, là, il y a un micro, un ordinateur et un câble de réseau qui nous rejoint l'un à l'autre et qui permet qu'on puisse se parler. D'accord? Vous, les auditeurs, vous avez donc du coup, pareil, un câble qui vous arrive d'un serveur et vous écoutez ma voix. Tout ça, c'est des VIA. Alors, je ne vous demande pas de vous projeter sur la suppression de ces VIA-là, mais il y a tout un tas de VIA technologiques qu'on peut petit à petit se supprimer. Regarde l'évolution du téléphone aux lunettes, aux lentilles. Tu vois, il y a tout le monde qui projette ça depuis des années. Le téléphone, c'est bien, mais c'est devenu un écran avec une batterie et des chipsets à l'intérieur. Très, très vite, ça va pouvoir devenir des lunettes si on arrive à miniaturiser les technologies écran et à faire de la réalité augmentée de qualité. Très, très vite, ça pourra devenir des lentilles. Donc, on est dans cette recherche de faire disparaître, tu sais, les vias technologiques. Donc, du coup, je pense que dans les 5, 10, 20, 30 prochaines années, on va petit à petit raccourcir ces chaînes entre les humains. Alors, je te dis pas qu'on va faire de la télépathie tout à l'heure pour pouvoir faire ce podcast, tu vois, ça va être compliqué. Mais, tu vois, si je pars dans un délire, tu m'arrêtes si je pars trop loin, puce Neuralink collée au cerveau, on développe les capacités électriques du cerveau à pouvoir communiquer sur des fréquences bien isolées et en se regardant, on sera capable de se dire des conversations justement en activant les bonnes fréquences du cerveau au bon moment, tu vois.
pareil, j'ai la puce dans le cerveau, je rentre, je pense à la lumière, clac, c'est relié à l'interrupteur, bam, ça met la lumière. En fait, on va pouvoir être une télécommande dans pas longtemps. Et cette télécommande, elle va agir sur le hardware figé, mais très très vite, on pourra agir l'un à l'autre. Je ne sais pas si tu as lu Damasio, chercheur portugais, qui a écrit Les neurones miroirs, mais en fait, c'est déjà ça. On est déjà tous des êtres qui savent faire de la télépathie. Et j'encourage tout le monde à lire ce livre parce que c'est assez hallucinant que, en fait, l'analyse non verbale te permet de tracer des constellations de pensée dans ton cerveau électrique qui sont identiques finalement à celles d'en face et par interaction non physique, mais juste visuelle, on arrive à penser les mêmes choses, des mêmes trucs au même moment, tu vois. Et donc, du coup, bah, je tire sur la corde, hein, t'imagines, dans 200 ans, c'est des trucs de fou, tu vois, tout ça. Donc, du coup, je pense que, pour être très concret, dans les 3 à 5 prochaines années, on va intégrer ça à nos systèmes existants. Dans les 10 à 20 prochaines années, on va commencer à miniaturiser, à embarquer partout de l'intelligence et des capteurs, et on va rendre quasi transparente la technologie. Allez, dans 50 ans, c'est complètement intégré à tout et je me demande si ça sera encore physique, tu vois? Voilà, c'est mon délire. Bon, sauf si la planète Terre se rappelle à nous et que... Ouais. Après, je suis d'accord, tu as plein de scénarios, t'imagines. Déjà, moi, enfin, je trouve qu'en termes d'humains, on est beaucoup, tu vois? Et le fait qu'on soit beaucoup, c'est quoi? Il va y avoir, on va déporter, aller sur une autre planète comme l'autre le veut, ou on va avoir des crises un peu comme on vient de les vivre, hein, où il y a beaucoup de morts, ou, enfin, je sais pas, ça va stabiliser, parce que là, tu as vu, hein, Sarko le dit souvent dans ses interventions, je suis né, on était 5 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. C'est ouf quand même, tu vois, ça a quasi doublé la population planétaire en 50 piges. Et elle existe depuis des centaines de millions d'années, voire des milliards, je crois, 5 ou 6 milliards d'années. Donc, tu vois, c'est là où tu te dis, bah, en fait, il y a un phénomène exponentiel là. Donc, à toute exponentialité, soit autodestruction il y a, soit on va savoir s'autogérer. Mais tu peux pas gérer 20 milliards de personnes comme tu gères 3 milliards de personnes sur cette planète. Donc, il va forcément falloir faire évoluer les systèmes. Et je pense que la biologie sera un système qu'on va découvrir et qu'on va trouver infini. Et merci à la technologie de nous amener à cette connaissance de la biologie. Ouais, ça sera le mot de la fin. Alors, merci beaucoup, William, d'avoir répondu à mes questions. Clément, merci beaucoup. Elles étaient magiques, tes questions, et tu m'as laissé vraiment me parler. Donc, j'ai pris du plaisir. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.